nous arrivons déjà au dernier volet de cette première partie, avant la première séance de questions-réponses. On va s'intéresser à la protection réglementaire des haies. Comment en est-on arrivé à protéger les haies? Quelles sont les principales règles aujourd'hui? Comment ça se passe chez nos voisins? Et puis comment appliquer tout ça sur le terrain? Voilà autant de questions auxquelles va répondre François Laviolette. Alors, on a de la chance parce que la matière est ardue, mais François est un enthousiaste, quel que soit le sujet abordé. Et donc, voilà, je suis sûre qu'il va rendre tout ça très attractif. On se retrouve juste après. Merci. Merci Virginie, quel compliment. Il y a juste que comme la diversité, c'est important pour les haies, ben, voilà, la diversité, mon PowerPoint ne sera pas aussi bien, aussi sympa que les autres. Il faut bien diversifier. Ne te minimise pas, François. Non, non, non. Alors, bon, pour descendre, c'est par ici, je crois. Voilà, super. Et pour pointer, magnifique. Waouh, la technique. Bon, voilà le plan rapidement. Hein, donc, quelques normes légales rapidement, l'évolution du terrain, on va en faire. On va aller sur le terrain. Et des conclusions en perspective. Alors voilà, je disais, hein, il y a 4 slides infernaux, lourds, moches, mais il faut y passer. Et après, on va sur le terrain, c'est promis. Je voulais quand même me permettre en introduction de rajouter quelques points importants sur l'intérêt des haies, parce que c'est pour moi un dada depuis très longtemps, et on a déjà évoqué hein, en introduction au colloque, mais aussi dans les différents exposés, mais la haie, c'est finalement aussi un épurateur de l'environnement, que ce soit au niveau de l'eau, puisqu'elle va récupérer les nitrates d'autres éléments chimiques du sol et les ramener en surface pour qu'ils soient repris dans la chaîne de vie terrestre, avant qu'elle n'aille polluer les nappes phréatiques. Mais c'est aussi une épuration de l'air, hein, tous les intrants agricoles qui peuvent être captés, les aérosols, et aussi au niveau de l'eau, puisque moins de colmatage des rivières par l'effet structure, anti-érosion, carbone du sol, hein, qui permet une meilleure rétention d'eau, meilleure recharge, comme on l'a dit, mais aussi moindre érosion, moindre inondation. Donc cette espèce de protection, d'épuration, de nettoyeur de l'environnement, c'est, je pense, très important aussi. Il y a le climat, il y a la résilience des systèmes agricoles, hein, tant l'élevage et le bien-être animal par rapport aux extrêmes climatiques que les cultures. On sait que du colza, par exemple, est mieux fertilisé par les abeilles parce que la haie fait une forme de filtre au vent qui parfois fait trop remuer le colza, qui du coup est moins bien pollinisé, donc moins de rendement. Il y a aussi tout l'aspect, je dirais, paysager, synégétique, cueillette, bois, cuisine sauvage, tout ça on l'a évoqué. Donc c'est le tourisme, donc c'est l'économique, sans parler évidemment des aspects aussi de clôture gratuite. Hein. N'oublions pas qu'il y a très longtemps, c'était d'abord une clôture hein, pour guider le bétail. Mais on pourrait imaginer dans certains cas, quand ils sont bien denses, à 2-3 rangs, que ça redevienne des clôtures qu'on ne doit pas tant entretenir que ça finalement par rapport à d'autres. Donc vraiment, je pense qu'il faut communiquer très largement sur l'intérêt tellement majeur des haies au niveau écologique. Hein, j'ai encore passé plein de choses ici. Et aussi donc de l'urgence de les protéger au maximum, j'insiste. Et c'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui, puisque on va essayer de brosser rapidement la mise en place de normes légales de protection. Alors, je passe très vite hein, sur l'histoire, on a déjà évoqué dans d'autres exposés, mais en gros, on doit se rappeler que dans les années 60-70, la haie était considérée comme quelque part un obstacle. Quand on a remembré hein, les terres agricoles, ben, une haie présente sur une parcelle entraînait une moins-value de la parcelle. Ça grevait la parcelle de sa valeur, parce qu'elle était dans le chemin. Donc, si on n'a pas vraiment eu des primes pour l'arrachage, on les a eues pour les vergers. Mais les haies étaient clairement un problème de valeur de parcelle, et donc elles disparaissaient. Feu bactérien aidant, on a aussi parfois arraché préventivement. On a eu les premières subventions pour les haies en 1995, hein, tant via la PAC pour l'entretien et le maintien des haies que pour la plantation, hein, la région wallonne. Et on a commencé alors à se dire, mais il faut les protéger à tout prix. Et c'est en 2003, le Quatup qui a initié cette protection qui continue donc aujourd'hui, heureusement. On a eu en 2005, date importante aussi, la première conditionnalité agricole qui a permis d'inclure les haies en tant que respect dans le cadre de la PAC, donc de l'exploitation des parcelles déclarées par les agriculteurs, et les haies étaient donc reprises comme devant être respectées dans ce cadre. Et alors on a eu évidemment en 2017 le Code été qui a abrogé le Quatup. Quelques petites modifs pour les haies. Alors voilà, c'est plus que 3 à tenir. Ici on est donc pour les normes légales actuelles du Code été, hein, les articles sont repris en haut, peu importe. Et donc, il faut juste rappeler que le Code été dit juste ceci, il faut un permis pour abattre les haies. Et qu'est-ce qu'une haie dans le Code été? C'est donc des espèces indigènes, minimum 50%, c'est une circulaire qui l'explique, et il faut un cordon continu de 10 mètres minimum. Donc, indigène, 10 mètres. On parle aussi de protection des haies remarquables, et là, on ajoute une protection au niveau
de la silhouette et le système racinaire qui doivent être plus respectés, on va dire. C'est pour mémoire. Et en cas de non-respect d'obligation de permis pour abattre une haie, mais que dire abattre, j'ai souligné en jaune, abattre, finalement, si on recèpe, c'est peut-être abattre une haie, non, finalement. Donc on verra que c'est quand même un terme qui est assez limitatif. Et en cas de non-respect de ce permis obligatoire, en cas de suppression de haies, on a évidemment possibilité d'avertissement, de PV. Quand on demande parfois des mises en état, il y a une circulaire qui prévoit qu'on pourrait aller jusqu'à 3 fois plus de plantation de haies que celle arrachée, parce que le temps qu'une haie plantée donne tous ses bienfaits biologiques, écologiques, etc., il faut parfois 10, 15, 20 ans, voire plus. Et donc, on a aussi des amendes transactionnelles qui peuvent s'élever jusqu'à 25 € par mètre arraché, pour mémoire. Maintenant, on ne mentionne pas dans le code d'été s'il y a 2 ou 3 rangs. Et ça, c'est évidemment problématique, puisque une haie de 3 rangs aura sans doute une valeur plus importante. Et n'oublions pas que l'agroforesterie échappe au code d'été. Donc, quand on est dans le cadre de l'agroforesterie, on n'est pas soumis à permis, par exemple, pour arracher un élément linéaire ligneux. Quelques petites remarques en dessous, rien de très important, je pointerai juste les 3 et 4, que la haie, pour sa plantation, n'est pas soumise à permis, contrairement à un boisement. Boisement, ça veut dire donc 10 mètres de large minimum. Donc, bande boisée, là, il faut un permis pour boiser. Par contre, une haie qu'on souhaite planter, il ne faut surtout pas de permis. Ça se fait sans aucun problème. Et ça donc donne une possibilité de restitution. Quand on doit parfois compenser des problèmes d'impact environnementaux suite à une décision de justice, on pourrait très bien dire c'est une mesure de restitution qui, nécessitant pas de permis, peut s'exécuter facilement. Et n'oublions pas que les haies sont aussi des charges reprises telles quelles, sensu stricto, comme d'urbanisme potentiel, et on peut donc estimer qu'un projet impactant doit faire l'objet de plantation ou maintien en tout cas des haies existantes. Alors, outre le code d'été, donc l'urbanisme, je n'ai pas dit que le code d'été c'était le code du développement territorial, nous avons au niveau essentiellement donc, et uniquement finalement des parcelles agricoles déclarées au prime PAC, ce qu'on appelle la conditionnalité agricole. Elle est basée sur 2, je dirais, documents légaux, l'AGOE, donc arrêté du gouvernement wallon de 2015, conditionnalité, et alors ce qu'on appelle les exigences réglementaires en matière de gestion, peu importe, de l'Union européenne, qui donc donne un cadre de, quelque part, respect de la conditionnalité. Donc, on conditionne les primes agricoles au respect de certains éléments, comme les ruisseaux, comme certains éléments je dirais, écologiques dans le paysage, dont les haies, qui sont donc strictement protégées à ce niveau-là. En tout cas, il faut un permis là aussi pour les enlever. Et en cas de non-respect de ces éléments, donc des BCAE, les bons de conduite agricole environnementale, il y a donc possibilité de perte de prime PAC pour l'exploitant. Je fais une parenthèse, mais perdre une prime PAC ne correspond pas à une amende stricte, puisque c'est une moins-value d'une prime, qui correspond quelque part à quelque chose d'autre, je dirais, que le salaire de base. Alors, cette conditionnalité est évidemment uniquement applicable sur les terrains agricoles déclarés à la PAC. Quelqu'un qui a des chevaux qui pâturent sans aucune déclaration PAC, c'est un particulier qui a quelques chevaux, il n'est pas soumis à ce règlement. Et là, on voit que la haie indigène est déjà définie différemment de ce qu'on a vu au code d'été. On parle ici de tronçons continus d'arbres, arbustes indigènes, de minimum 10 mètres de long. Tiens, ça c'est connu. Mais on y comprend les espaces jusqu'à 5 mètres. C'est-à-dire que si j'ai 3 mètres, 4 mètres de trou et encore 3 mètres, c'est une haie, ce qui ne l'est pas pour le code d'été. En tout cas, dans les travaux préparatoires, on ne prévoit pas de tels espaces. Et on parle aussi ici d'une largeur maximale de 10 mètres au pied. On mentionne bien que c'est par rapport au pied qu'on se base sur les 10 mètres. Ça introduit déjà un problème, c'est que quand on parle de longueur de 10 mètres, est-ce que c'est pied par pied? Ce n'est pas clairement identifié dans le code d'été, ni ici, ou est-ce que c'est au niveau des cimes qui débordent des pieds? Alors, on a ici une précision davantage que donc dans le code d'été, c'est que l'article 21 de la GOE conditionnalité dit bien qu'il est interdit, sauf permis, d'arracher, détruire mécaniquement et chimiquement. Donc on voit que là, on est beaucoup plus large que juste le mot abattre dans le code d'été. Donc destruction mécanique, que ce soit par un girobroyage profond, que ce soit une pulvérisation de la haie chimique, c'est totalement donc proscrit par la conditionnalité agricole. Et le deuxième aspect aussi qui est interdit, c'est le recépage à moins d'1 mètre de hauteur sans protection contre le bétail. Donc c'est intéressant, on vise là quelque part la réaction correcte de la haie, qui si on la recèpe très bas et qu'elle est piétinée, ou labourée trop près ou pulvérisée, évidemment, aura plus de mal à reprendre et disparaîtra parfois petit à petit. Alors, et aussi, on avait évoqué une date autorisée pour la période donc,
pour la taille des haies reprises à la PAC toujours, c'est hors 1er avril, 31 juillet. Donc en dehors de ces périodes-là, on peut tailler les haies sans problème. Il y a une dernière notion légale qu'on pourrait aussi brandir, mais qui ne fait pas l'objet d'énormément, je dirais, de pratiques sur le terrain. Moi-même, je n'ai pas beaucoup utilisé. Et c'est la loi sur la conservation de la nature, la fameuse LCN, qui, de fait, protège et demande une protection, un maintien des haies quand elles ont été subventionnées, puisque dans la subvention, on s'engage à maintenir la haie pendant 30 ans. Mais on a aussi une protection indirecte, si on veut, des haies, c'est lorsqu'elles abritent des espèces protégées. On a un exemple ici de différentes espèces qui pourraient être protégées. Voilà, il est là. Mais on doit généralement notifier la présence d'une espèce, une nidification de pie grièche. L'agriculteur ne sait pas qu'il y a cette pie grièche dans la haie, ben on devrait notifier, voilà, veuillez ne pas la recéper trop bas ou quoi que ce soit, pendant surtout la période de nidification, sous peine d'éventuellement risquer un PV. Mais cette possibilité d'intervenir en matière de protection des haies pour les espèces protégées présentes est moins directe, puisqu'on devrait théoriquement notifier la chose, en tout cas pour les oiseaux. La loi est un peu incomplète parce qu'il y a un petit souci de transcription de l'Europe pour les mammifères et autres espèces, mais peu importe. Je fais un tout petit tour d'horizon des pays voisins. C'est toujours intéressant d'un petit peu voir ce qui se passe ailleurs. Et finalement, on se rend compte que, désolé pour les Français de la salle, je les salue, il y en a quelques-uns, mais la France est le seul pays voisin, proche en tout cas, qui n'a pas une protection stricte, comme c'est le cas en région wallonne, à Bruxelles, en région flamande, au Luxembourg et en Allemagne. Où en Allemagne, elle a même repris cette protection dans la loi sur la nature. Donc les Allemands étaient un peu plus loin, puisque là, clairement, on a une forme finalement de protection dès qu'il y a un intérêt biologique derrière. Voilà, c'est le dernier, rassurez-vous, après on sera sur le terrain. Donc, quelques conclusions déjà à ce stade. Moi, je remercie le Code d'été, puisque c'est quand même la première protection en région wallonne jusqu'ici des haies, alors que les haies ont un intérêt environnemental évident, plus qu'urbanistique strict. Et donc, heureusement que le Code d'été et l'Exquatup sont là. Et on a déjà évoqué plusieurs fois dans le boulot qu'on pourrait insérer cette protection des haies dans la LCN, comme en Allemagne. Ça viendra peut-être un jour. Je pense que c'est en préparation. Peut-être qu'on aura des infos en scoop aujourd'hui, qui sait. Alors, les difficultés à ce stade, j'en ai bien d'autres que celles-ci. On ne va peut-être pas tous les passer en revue, mais on a clairement des difficultés de mise en œuvre sur le terrain, et on le verra après, puisqu'on a deux définitions pour les haies, la géoconditionnalité ou le Code d'été. Les textes, au niveau de la coordination, les espaces, etc., les longueurs parfois qui ne sont pas précisées, peuvent poser problème d'interprétation. Dieu sait si une interprétation est souvent là quand il s'agit de haies. Le fermier dira par exemple, ou le particulier, ce n'est pas une haie, c'est venu tout seul. Oui, c'est venu tout seul, on l'a vu, ça peut arriver. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que parfois j'ai l'impression... Ça va toujours? OK. Donc longueur minimale, l'espace, j'ai évoqué. Une haie discontinue, on sait que pour la conditionnalité agricole, les espaces sont pris en compte. Abattre est un terme très limitatif pour le Code d'été, on l'a vu. Et alors l'agroforesterie, elle est exemptée de permis, mais est-ce que là c'est une haie agroforestière? Oui, non? Sur quelle base je peux affirmer que ça l'est? Si tout d'un coup je valorise une haie, comme on vient de le voir, pour des plaquettes de bois, est-ce que tout d'un coup elle devient agroforestière et donc je pourrais l'éliminer? Ce qui serait peut-être un peu dommage puisqu'on perd la source de revenus en matière d'énergie dans ce cas-ci. Mais l'agroforesterie, qui pour moi est essentielle, est clairement, je dirais, une thématique, une problématique qu'il faudra, je pense, préciser à l'avenir pour être sûr qu'on soit dans une forme d'évolution de cette pratique qui pour moi est essentielle, je répète, mais qui parfois pose question sur l'application pas du Code d'été. Alors, il y a aussi des travaux litigieux qui peuvent mener à mal l'évolution des haies. Dans certains pays, on a proscrit les épareuses à fléau. Quand on laboure très près d'une haie, etc., ça peut provoquer une perte progressive. Et on peut aussi banaliser une haie, j'en parlais avec une collègue hier, quand on recoupe à 1,50 m, y compris des arbres aux tiges qui étaient déjà bien développés et qui donc du coup ne rejettent pas toujours très bien, ça dépend des essences, mais on perd finalement l'espèce de strate arborée qui était là et qui était un perchoir, qui est plus riche en fruits, en fleurs au printemps, etc. Et donc on banalise et on favorise parfois d'autres essences plus dynamiques et plus basses, et on perd finalement en composition diversifiée de la haie, et surtout aussi je dirais en structure, ce qui peut aussi banaliser les haies. On a parfois des paysages, on verra, où les haies étaient libres, et elles sont toutes devenues très, très taillées et très limitées. Voilà, 5 minutes. J'ai juste 5 cas, ça fait 1 minute par cas. Premier cas ici, j'espère qu'on voit plus ou moins bien, on ne peut pas un peu réduire la lumière, non?
Donc, on a avant, en 2006, une situation avec des haies qu'on devine en bas, en espèce de gouvernail, là, et une horizontale et une verticale, qui en 2009 ont disparu. L'agent des forêts, qui est très vigilant, et je lui fais honneur ici, il est à la retraite maintenant, intervient en disant c'est pas possible, les haies sont protégées. Et on a essayé de trouver un arrangement avec le fermier pour ne pas le croquer, entre guillemets. On essaie toujours la concertation, il ne faut pas croire. Et finalement, on est arrivé à une situation où on a pu replanter 2 fois plus de haies qui sont toujours bien présentes en 2021-2022, tout le long ici du chemin, tout le long du ruisseau. On a recréé un bosquet qui était inexistant au départ, 2 mares aussi qui sont créées dans les zones plus nature, et encore des haies ici, au lieu d'au départ, plus ou moins 200-220 mètres de haies. Et donc, parce qu'on avait une personne vigilante et qui a suivi la chose, et moi-même j'ai un petit peu aussi suivi le dossier, on a pu arriver à ce que la dégradation, la perte d'une haie au sein d'une culture qui était en développement, parce qu'au départ ce sont des prairicultures, on voulait faire qu'une seule culture, cette haie qui serait restée au milieu de la culture n'aurait peut-être pas donné de très bons résultats au niveau écologique, biologique. Et donc ici, on estime avoir peut-être quand même joué notre rôle de préservation des couloirs et de recréation d'éléments. Deuxième cas, beaucoup moins sympa, là c'est quelqu'un qui passe par un permis d'urbanisme, puisqu'il en faut un. Le premier cas, c'était un arrachage sauvage, mais on a vu qu'on a pu retrouver un équilibre. Et ici, on voit que les haies qui ont été donc enlevées, c'est ces 2 éléments, et on voit que 2 ans après le permis de 2017, il n'y a plus rien. C'est logique, c'était autorisé par permis. Le problème, c'est que là où on devait replanter à proximité, on voit qu'avant plantation, on n'a rien. Aujourd'hui, 5 ans après, il n'y a toujours rien. Or, le DNF avait vérifié la bonne reprise des plantations en 2017-18. Tout avait bien repris. On avait dit, OK, ça a repris, vous pouvez arracher. Le problème, c'est que les sécheresses, et peut-être d'autres facteurs que je ne maîtrise pas, ont fait en sorte que les haies ne sont pas revenues 5 ans après. C'est un tout gros problème, le suivi. Et donc, j'ai repris contact avec le fermier, j'ai constaté ça il y a quelques semaines, et on va devoir reprendre le dossier en main avec des replantations évidentes cet automne, sous peine d'avoir des soucis. Troisième cas, c'est une restriction progressive. On a un spécialiste de faire les choses petit à petit. Et vous voyez qu'en fonction, des dates, on passe ici d'une haie qui se donne dans les 80-90 mètres à une haie qui, année après année, pratiquement, a disparu. Pour moi, je tombe dessus par hasard en 2021. Avec mon collègue, on dresse un constat conditions agricoles et un avertissement CODT parce que, clairement, il y avait un problème de non-respect évident. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? On n'en sait rien, on n'a pas toujours le retour, c'est un peu parfois le souci pour le DNF, on ne sait pas si ça aboutit. 4e cas, et là c'est à pleurer, il y a ici plusieurs kilomètres de haies et même une zone forestière qu'on devine là en bas. Et alors on a des haies ici, regardez toutes les flèches oranges, qui sont ici plutôt des fourrés, etc. Différentes haies ici. Tout ça est en train de disparaître, là c'est en 2006, tout n'est pas encore parti, mais regardez bien, voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez, il y a eu 7 PV DNF. C'est qu'au 7e PV que le parquet a réagi. L'agent des forêts était vigilant, il a dressé PV. Le problème, c'est que ça s'est fait surtout en 2005, 2006, et la conditionnalité agricole n'était pas encore suffisamment développée, elle n'a pas fonctionné, clairement. Et ça, c'est un outil quand même fabuleux, qui est très, très dissuasif. Il y a eu un jugement, malgré tout, après les 7 PV, avec exécution forcée, qui avait donc été imposée, et les collègues de la DGATLPE, donc l'urbanisme de la région, sont venus nous trouver pour prévoir les plantations. En 2019. On est en 2022 et je suis désolé, il n'y a toujours rien de planté, alors que ça devait être de façon forcée, puisqu'il y avait une décision dans ce sens, aux frais donc du fermier en question. Donc, énormes dépenses, énorme frustration, pertes biologiques et écologiques énormes. Et évidemment, ça fait un peu gamberger localement. Certains disent, tiens, si c'est comme ça. Dernier exemple positif quand même, c'est dans mon petit village de Namur, un fermier qui a planté dans les 1500 mètres de haies en quelques années. Et au départ, on devine toutes les haies qu'il a plantées ici, voilà, le long de la route ici. Et c'est uniquement au départ pour l'esthétique. Et voilà un exemple encore de cette année. Il vient de replanter, il protège ses cultures bio, etc. aussi. Et maintenant, il se rend compte de tous les avantages qu'il a à planter. On est en SB, c'est des super bonnes terres. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que dans les meilleures terres, certains disent moi, j'ai tout à gagner. Et je vous dis, chaque année, il leur plante parce qu'il se rend compte qu'il a vraiment tout à s'y retrouver. Dernier slide, promis. Conclusion perspective. Je ne poserai pas de questions au débat, comme ça on gagne encore 2 minutes. Tu triches. Alors, je pense que c'est un slide qui me paraît très important, parce que sensibiliser, c'est très bien. Il faut être conscient de l'importance fondamentale des haies. Pour moi, on peut les mettre partout, pratiquement. Je sais qu'il y a des espèces, Jean-Yves, qui peuvent parfois être gênées, mais les avantages écologiques sont tels que pour moi, c'est quand même
fondamental de bien prendre tout le global des haies qui ont de tels intérêts. Et il y a, pour moi, un problème parfois d'acteurs concernés. Je suis désolé de le dire, mais selon les communes, selon les différentes instances, on a des gens concernés ou pas. Et au DNF aussi. On l'a vu pour le cas avec le permis d'urbanisme, mais l'agent DNF n'a jamais été vérifié après, que ça continue à évoluer. Il faut bien reconnaître les choses en toute honnêteté. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait des acteurs concernés, qu'on ait du suivi essentiel, tant du DNF, mais aussi des autorités délivrantes. Quand on délivre un permis, allons vérifier la couleur des briques, mais aussi si les haies ont été plantées. Pourquoi les communes ne le font, selon moi, dans mon expérience, très très peu, voire pas du tout. Donc préserver l'existant, mais aussi suivre les subventions pour les haies. Il faudra quand même suivre que ça a bien repris, parce qu'on a des années qui imposent problème. Et donc, application stricte, en tout cas plus stricte des normes, est une première voie d'arriver à de meilleurs résultats. On ne doit pas toujours inventer de nouvelles normes, il faut déjà bien appliquer ce qui existe, avec, comme je le répète, acteurs concernés, suivi, vigilance, et que tous les acteurs, y compris les parquets, puissent avoir le rôle qui jouera dans la balance. Parce que dans ce qui me concerne sur le Namurois, j'ai une majorité de cas de haies disparues qui sont reportés au DNF par dénonciation. Ce n'est pas normal. Alors les pistes que je vous propose, et je pense qu'il y a des choses peut-être dignes de petits débats après, il y a des pays où on a un cadastre des haies. Ça pourrait se faire à différents niveaux. Il y a un agent des forêts à Douache, il avait son cadastre de haies sur son triage. Pourquoi pas? Et donc lui, il savait tout de suite, il avait tout un repère en disant, cette haie-là, elle y était. C'était à l'époque d'avant même les orthophotoplans. L'entretien des haies, il faut le démystifier. On peut aussi planter des essences moins volumineuses, des petits fruits, des cornouillers, etc., qui ne se développent pas aussi vite et qui pourraient ne pas faire peur pour l'entretien, si on vise plutôt une haie que l'entretien pour le bois. L'agroforesterie est essentielle, j'ai dit. La conditionnalité agricole est essentielle. On pourrait peut-être la faire jouer sur plusieurs années, parce que quand on a arraché une haie, on est croqué une année, et puis c'est terminé, on oublie. La haie, elle ne revient plus, et c'est une perte pour le long terme. Est-ce qu'on va créer une brigade haie, Virginie? Peut-être. Et toute dernière chose, renversement de la charge de la preuve, c'est peut-être aussi, parfois, quand on plante une haie, quand on doit compenser, quand on doit réparer, peut-être qu'il pourrait y avoir une forme de communication de ce qui a été fait par les incriminés, entre guillemets, plutôt que les autorités qui doivent toujours aller vérifier et courir derrière. C'est très énergivore, et on pourrait peut-être renverser la charge de la preuve. Un grand merci.